festival. La programmation artistique donc, sera présentée dans quelques instants par Gilles Favier. Je ne suis pas présentée, je suis Valérie Laquitan, directrice de l'association C'est à voir, co-organisatrice, enfin organisatrice du festival Images singulières en partenariat avec donc la ville de Sète, et nous avons la bonne surprise d'avoir monsieur le sénateur maire auprès de nous aujourd'hui. Donc la ville de Sète est le principal partenaire financier et aussi logistique de cette manifestation. Donc je vais lui demander de nous dire peut-être quelques mots sur moi, je ne vais pas me lancer la position de la dans la présentation de la programmation, mais enfin 8 ans déjà, je crois que c'est quand même un signe du sérieux de cette manifestation et de la reconnaissance nationale et même internationale de son ancrage dans notre région et dans notre ville de Sète, bien évidemment. Moi, je le vois au niveau national avec d'autres manifestations. Vous comparez aux autres manifestations de Perpignan ou d'ailleurs dans le domaine de la photo, chacun a ses spécificités. Je crois qu'à cette image singulière, cette manifestation de l'association C'est à voir, qui fête donc son 8e anniversaire, et cette année, comme va le dire Gilles Favier, j'imagine, on a la chance d'avoir le retour d'un des premiers, des personnes qui étaient venues il y a 9 ans déjà, pour faire une première résidence. Cette année on change, du nord on va plutôt vers des résidences chiliennes, me semble-t-il, puisque il y a eu un partenariat qui s'est établi avec le port de Valparaiso, le Valparaiso 7 obligatoire, me semble-t-il, hein, si mes informations sont bonnes. Un port, c'est toujours ouvert sur le monde, c'est ce qui fait la spécificité de notre ville et qui fait sa richesse dans le domaine culturel, au niveau de la photo, au niveau de la poésie, au niveau des arts plastiques, de la chanson, je ne parle pas des festivals bien évidemment. Et la ville est toujours là pour accompagner les porteurs de projets, et là en l'occurrence, C'est à voir. C'est une association bien sûr qui est portée à bout de bras par Gilles Favier et Valérie Laquitan, avec la présidente Bernadette Alembert, et le soutien permanent depuis le tout début de Christian Cojol, qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'espère qu'il sera là pour le festival. Parce que c'est effectivement une cheville importante, et bien sûr des bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année, parce que l'image singulière, C'est à voir, c'est quelque chose qui vit tout au long de l'année, à travers la maison de l'image documentaire, qui va justement déménager prochainement, puisqu'on a trouvé un nouvel emplacement, ça, je pense que vous en parlerez tout à l'heure. Et je crois que ça va permettre encore de redonner un nouvel élan à cette maison de l'image du documentaire qui, elle, rayonne sur l'ensemble du tissu associatif et scolaire sétois, et a montré déjà son efficacité dans ce domaine. Et je suis persuadé que dans les années à venir, on aura encore de grands photographes ou de grands amateurs qui se passionneront pour la photo dans notre territoire sétois. Je vais arrêter là, sinon je crois que je vais faire la programmation. J'avais promis que je viendrais, parce que l'année dernière j'avais été un peu empêché, et c'est pour ça que je tenais à être parmi vous. Comme j'arrive de Paris, ce matin je me dis, je crois que je vais arrêter. J'en profite, voilà, je profite de cette occasion effectivement pour annoncer, alors on l'a déjà annoncé par voie de mail, mais la bonne nouvelle donc c'est qu'effectivement après quelques mois d'incertitude quant à un relogement des activités de l'association C'est à voir au sein de la maison d'image documentaire, donc on en était à la 4e saison culturelle pour la maison d'image documentaire. On a fait une petite pause pendant 1 an pour pouvoir voilà, laisser le temps à la municipalité de nous trouver une solution qui nous semble, ma foi, pas mal. C'est dans l'ancien tribunal d'instance, donc c'est centre-ville.
ça sera plus confortable effectivement pour accueillir les scolaires, notamment les publics prioritaires aussi avec lesquels on va renouer. Donc après une petite année de pause, on va pouvoir reprendre des activités vers les publics des territoires dits zones urbaines sensibles et continuer ce qu'on a initié depuis 2 ans de manière assez intensive, le travail auprès des scolaires grâce à la création notamment d'un service éducatif. Je remercie d'ailleurs Madame Bartolini de la DAC, l'AAC, pour nous avoir permis d'ouvrir ce service éducatif et de vraiment développer, consolider nos liens avec les services scolaires, notamment sur le festival Images Singulières, puisqu'on a eu une forte progression déjà l'année dernière sur l'accueil des classes durant le festival, et ça va s'intensifier encore cette année, qui est une des missions que nous considérons vraiment prioritaire pour nous, qui consiste à travailler dans le sens de l'éducation à l'image, développement de la pratique artistique en photographie, et vraiment la passation de la connaissance auprès des jeunes publics, que ce soit dans le cadre de la politique de la ville comme dans le temps scolaire. Voilà, et remercier Christelle Espinal, donc de Vue à la Culture, qui nous accompagne dans toutes ces démarches, et de Tiffaine Collet, directrice de l'affaire culturelle, qui nous a beaucoup soutenus ces derniers mois. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir et qu'on continue évidemment la vie de cette leçon. On soutiendra le festival encore des années. Voilà, et nous espérons donc lors... C'est pas plus tard que hier, j'étais au ministère de la Culture quand même. Ah, je venais encore dans tous les festivals. Des bonnes nouvelles? Ils ont sorti un lapin. Lapin, bon. Oui, la ministre s'est excusée tout de suite après, par mail, quand on est au 15. J'étais désolé. Puisque justement par rapport au ministère de la Culture, dans tous les cas, au moins, monsieur le sénateur maire, vous serez peut-être le signataire de la convention interculturelle que nous avons entrepris depuis maintenant presque 2 ans avec le festival de photos de Valparaiso, avec vraiment des échanges de plus en plus intenses. Gilles l'expliquera tout à l'heure par rapport à la programmation. Ce partenariat entre ces 2 villes, Sète et Valparaiso, prend beaucoup de sens entre le port du bout du monde et l'île Singulière. Et Gilles va pouvoir développer là-dessus. Il y a peut-être déjà des questions? C'est provisoire, c'est en attendant le projet du maire dans chez du Moulin, ou c'est définitif? Ah non, c'est des choses différentes. Les projets chez les Moulins, c'est le conservatoire de musique, le transfert du MIAM, ainsi de suite, les ateliers d'artistes. Mais la MIT, c'est quelque chose qui est durable, comme tout ce qu'on peut prévoir dans la vie. Les jamais acquis définitivement. À un moment, il me semblait qu'il était question qu'ils déménagent avec le MIAM et qu'ils soient ensemble. Non, chacun chez soi. Mais théoriquement, ça va durer un certain nombre d'années, puisqu'il y a d'autres projets encore dans ce lieu, mais enfin, c'est pas pour... Je fais signer là. Un certain nombre d'années, je ne dis pas combien. Et les lieux d'exposition d'images singulières, en fonction de cette réadaptation urbanistique et culturelle, est-ce qu'ils vont changer à terme? Ça, il faut voir. Forcément, Ouais. nous on est nomades. Hein. Ouais. Il y en a certains, mais enfin, il y aura au contraire d'autres opportunités. Dans ces nouveaux aménagements du pôle culturel de chez les Moulins, il y aura des opportunités qui permettront de faire d'autres expos. Clairement, sur 2017, on est sur une recherche de solutions, puisque effectivement, la nouvelle MID, nouvelle TDI, l'espace sera plus petit, on aura une seule salle d'exposition, donc il va falloir... Il y a ça, il y a le boulodrome qui sera sûrement en travaux pour le conservatoire. La partie chez des Moulins, partie privée, devrait encore être disponible sur 2017. Donc, comme chaque année, on est sur les problématiques de lieux, de nouveaux lieux à investir. On sait qu'on aura le soutien de la ville pour trouver des solutions. On cherche à avoir aussi des partenariats avec la région pour le port, pour la partie portuaire, puisque comme Gilles pourra le développer aussi tout à l'heure,
on réinvestit l'utilisation de containers, on l'avait déjà fait il y a quelques années, on recommence, on essaie de voir comment on pourrait investir la ville différemment. Donc c'est sûr, c'est encore une fois, il va falloir encore une fois qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions. Et voilà. C'est toujours la problématique des lieux, parce que ça nécessite beaucoup d'espace. Oui. Voilà. Ouais, mais c'est la chance, si vous voulez, d'une ville portuaire où il y a quand même des lieux qui, des entrepôts, oui. qui sont mouvants en permanence. On parle de containers, il y a un projet de parc à containers qui est en cours de réalisation, qui permettra aussi d'avoir des opportunités dans des lieux un peu atypiques. Je suis persuadé, le déplacement du Boudron ou du Rowing Club de Sète va permettre aussi de dégager d'autres espaces et d'offrir aussi de nouvelles possibilités. C'est ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce festival, c'est pas quelque chose de bloqué, de figé, ça vit en permanence. On a des grands spécialistes des aménagements des lieux. Et puis quand ça marche, il faut changer. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Sinon, on s'en coupe. Donc on a conscience bien sûr que pour 2017, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions. Nos partenaires sont au courant et vont nous aider là-dessus. C'est comme d'habitude le week-end de l'Ascension. Hein. On commence le 4 mai. Le gros week-end, c'est le 4 et 8 mai. La nouveauté cette année, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on commence en fanfare dès le 4 mai. Le 4 mai était un peu... Enfin, le premier soir était un petit peu... une soirée d'ouverture. Cette année, on a un partenariat avec le Festival de Thau, donc on aura d'ores et déjà dès le premier soir un concert. Et on s'est dit que en ces temps incertains, il valait mieux rajouter une fête. C'était aussi un moyen de lutter contre cette forme de morosité. Donc, comme chaque année, la résidence, ce que nous on appelle la résidence, c'est-à-dire qu'on invite un artiste à porter son regard sur la ville de Sète depuis 8 ans. Donc c'est le 9e livre. On a un petit peu changé la formule cette année. Justement pour faire un aller-retour avec nos amis de Valparaiso, on a invité 4 jeunes photographes chiliens. C'était une expérience nouvelle, c'est la première fois qu'on faisait une résidence collective, avec aussi en allant jusqu'au bout du principe, c'est-à-dire que le livre que vont fabriquer ces jeunes photographes, qui sont d'une autre culture, qui viennent d'un autre continent, qui sont moins confirmés peut-être que les photographes qu'on a invités avant, le livre est fabriqué à Valparaiso, donc on leur a donné les clés carrément de la résidence. Donc, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes, mais on a juste la seule inquiétude qu'on ait, c'est que comme ils sont peut-être dans une énergie différente de la nôtre, on a peur que le livre n'arrive pas à temps, c'est la seule... ils n'ont pas l'air extrêmement stressés, nous on le devient chaque jour un peu plus, mais je pense qu'il sera là. Il devait venir en bateau, le livre, maintenant il vient en avion, donc... voilà. Et il sera assez étonnant dans sa forme, il aura la même taille que les autres, mais il sera un peu plus épais. Et c'est une expérience qu'on a tentée. Et donc il y avait Paola Lopez, Cristobal Olivares, Thomas Quiroga et Nicolas Wormoul. C'était ces 4 jeunes photographes. L'exposition aura lieu comme à l'accoutumée à la chapelle du quartier haut. Et l'an prochain, j'en profite pour vous annoncer que la résidence, on revient à un mode un petit peu plus classique. La résidence sera faite par Anne Reharick, une photographe américaine dans la veine humaniste, une très grande photographe, on est ravis. Aussi on a tenté une expérience un petit peu de jeunisme et puis on repart dans une espèce de leçon de photographie. La photographie humaniste, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore exploré assez. Donc chaque année il y a un petit portrait, une petite touche, un portrait pointilliste de Sète qui se dessine. Ensuite, à la maison d'images documentaires, donc à l'ancien collège Victor Hugo, chaque année on dédie le festival à un pays. Alors, cette année, ce sera la Belgique, avec 2 propositions, c'est-à-dire aux antipodes, mais qui en même temps nous donnent un petit peu un aperçu de ce qui est devenu
la société en général et le monde, c'est-à-dire que il y a un travail d'un photographe anglais, Rick Hopkins, qui est pour vous le décrire, c'est un fils de lord anglais, qui est quelqu'un qui a une fortune familiale assez conséquente et qui s'est installé en Belgique, qui vit en France, mais qui s'est installé en Belgique pour ne pas payer l'impôt sur la fortune, parce qu'il est très pragmatique, c'est un anglo-saxon. Il est très sympathique, c'est un très bon photographe, et il s'est dit, je vais portraiturer mes congénères belges. Donc il a fait un livre qui s'appelle Belgian Blue Blood, où il a photographié, il a fait 100 portraits de nobles, d'aristocrates anglais, mais qui sont en même temps des gens extrêmement riches, et qui se sont prêtés au jeu, et comme il a beaucoup d'humour, c'est assez décapant et c'est assez décadent par moment. Et donc, dans l'escalier, à l'étage de la maison d'images documentaires, on aura ces gens-là. Avec, on a lancé une invitation à une de ces personnes portraiturées, qui est la princesse de Chimay, qui est en même temps propriétaire des bières de Chimay, donc on espère vous offrir une petite bière de Chimay au vernissage. Voilà, c'est bien parti. Hein. Et pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le monde et la société, en bas on a mis en haut en couleur les riches et en bas en noir et blanc les pauvres. C'est un peu manichéen, mais en même temps c'est un petit peu comme ça que le monde fonctionne actuellement. Donc en bas on a un travail d'un très jeune photographe belge qui vient d'une très très bonne école bruxelloise, qui s'appelle 75, et qui a eu un petit peu à son corps défendant une carte blanche possible dans toutes les prisons en Belgique, donc il en a bien profité, et les portes se sont un peu refermées après, parce que l'autorité pénitentiaire s'est rendu compte que finalement c'était peut-être un peu osé d'avoir laissé ce jeune photographe se promener et montrer un petit peu l'état de l'administration pénitentiaire belge. Donc, en confrontant ces demandes, on aura une idée un petit peu de la société belge, mais peut-être pas seulement belge. Voilà. Donc ça, c'était pour la maison d'images. Ensuite, vous savez peut-être pour certains d'entre vous que depuis 3 ans déjà, enfin 2 ans et demi, on mène un projet avec Mediapart d'une documentation un petit peu plus globale du pays, c'est-à-dire qu'on a lancé une mission qui pourrait s'apparenter à une DATAR, une mission exploratoire un petit peu de l'état de la France en ce moment. On pense, nous, un petit peu naïvement que le ministère de la Culture, vu l'état du pays, aurait dû lancer, comme l'ont fait les Américains après la grande crise, comme on l'a fait dans les années 80 en France, de lancer une mission exploratoire pour nous, avec des photographes et des journalistes, pour nous donner un petit peu une carte d'identité du pays avant les élections. En tous les cas, nous, on s'est dit, comme personne ne le faisait, que à 7, rien n'est possible, hein, c'est ça. Donc on s'est dit de 7, nous on va lancer une mission nationale de documentation de la France. Donc on s'est rendu compte après que c'était peut-être un peu présomptueux, un peu compliqué, mais on a en ce moment 25 photographes qui travaillent, 4 journalistes je crois, et donc d'ici quelques mois, le portrait de la France, ce portrait comme ça, collectif aussi, sera terminé à la fin de l'année. Un livre sort aux éditions de La Martinière de 400 pages. Il va sortir avant les élections, parce que l'idée c'est d'apporter un tribut aussi pour les prochaines élections. Il y aura un événement parisien où on va montrer l'ensemble du travail, mais pas sous forme d'exposition, je pense sous forme de projection, et on va lancer le débat avec des philosophes, des sociologues, etc. Et ensuite, en 2017, à Images Singulières, on aura l'ensemble du projet, puisque l'an prochain, on va dédier l'ensemble du festival à la France. Ce sera que des projets sur la France, pas que les photographes français, mais... et donc, moi j'ai toujours ce fantasme de faire, avec ce projet La France d'ici, de faire une exposition avec 1000 photos. Ce sera le portrait de... Voilà. Et d'ailleurs, nous lançons le dernier appel
ma participation sur le site KissKissBankBank pour trouver la fin du financement de ce beau projet. Une partie du financement de la France d'ici est sous forme de crowdfunding. Donc on en est à la 3e campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Et donc ça commencera le 16 mars. Ça commence le 16 mars jusqu'au 16 mai. Voilà. Et donc cette année, chaque année on fait un rapport d'étape un petit peu de ce beau projet. Et cette année on prend d'assaut la gare de Sète, les souterrains, les quais, parce que Gares et Connexions, qui maîtrise les gares en France, est partenaire du projet. Donc comme d'habitude le parvis, mais plus que d'habitude. Avec d'ailleurs les images que vous avez vues, l'image qui est sur l'affiche, qui est issue d'un travail qui vient de la France du 6, c'est un travail dans un lycée professionnel de Perpignan, avec des jeunes un petit peu largués, un petit peu hors du système scolaire. Donc ça sera sur le parvis de la gare. Ensuite, au Centre d'art contemporain avec qui on a un partenariat chaque année, donc, qui se passe plutôt très bien, on a là une grosse présentation d'un jeune photographe, Guillaume Herbeau, un photographe connu, reconnu maintenant, et qui finalement va décliner un petit peu sur une quinzaine d'années de sa jeune carrière, son évolution photographique. C'est-à-dire qu'il part d'un photojournalisme très construit, très classique, et maintenant il est plutôt dans une narration un petit peu plus contemporaine, un petit peu plus abstraite. Et on a décidé de ne choisir dans son travail que des images qui viennent d'Ukraine. C'est-à-dire on écrit son histoire de photographe à travers tout ce qu'il a fait en Ukraine. Donc il a commencé par Tchernobyl, c'est un des premiers photographes à travailler à Tchernobyl. Et puis c'est par exemple la fameuse photo, vous avez passé des Femen, qui est une icône. La première photo des Femen, c'était lui. Là cette semaine il est en Ukraine, Arte le suit pendant une semaine dans le Donbass et dans l'est de l'Ukraine. Une grande partie de sa carrière se dessine en Ukraine, et nous on a trouvé intéressant de voir comment un jeune photographe comme ça finalement adapte sa façon de photographier à son évolution personnelle, puisque tout est une question de point de vue, donc quand on change, eh ben, notre photographie change. Voilà. Au Théâtre de la Mer, alors Christian Lutz, ben, je l'ai déjà dit mais je peux le redire, il va vous enlever l'envie d'aller en vacances à Las Vegas, je pense. C'est assez décapant aussi. C'est un photographe suisse, Christian, et il y aura une très très belle scénographie, c'est-à-dire que la salle Tabourier, au Théâtre de la Mer, sera pratiquement dans le noir, et ce sera des caissons lumineux, une trentaine de caissons lumineux, et où on va voir un petit peu l'envers du décor de cette ville de Las Vegas, qui est une ville de tous les mirages, mais en même temps, si on passe le décor, si on passe derrière, c'est pas très très reluisant. Ensuite au Boulodrome, donc ce superbe endroit pour exposer, je trouve, parce que c'est un mélange. Il y a des gens qui jouent au boule et on peut en même temps y mettre de grands artistes, donc je trouve que ce mélange me plaît beaucoup. C'est un petit peu la façon dont on conçoit les choses au festival, c'est-à-dire les faire à la fois simplement, mais en même temps en essayant d'y mettre notre cœur. Donc là, au Boulodrome, on va faire une thématique un petit peu... on avait eu l'idée d'inviter Ken Loach au départ, puisque c'est un petit peu le représentant cinématographique de cette culture ouvrière. Donc on a eu une réponse qu'il ne pourrait pas venir parce qu'il est en post-production, mais donc on est parti sur d'autres pistes. Donc on a décidé de faire 3 expositions autour de la représentation photographique de la classe ouvrière. Alors, il y a 3 propositions très très différentes. Il y en a une de Media Audig et Samuel Wollendorf qui s'appelle La Parade, et qui est un petit objet, c'est une série de petits films qui sont passés sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, et où il reprend 4 personnages iconiques du Nord, c'est-à-dire la majorette, le type qui fait du tuning avec sa voiture, l'éleveur de pigeons et l'éleveur de combat de coq. C'est un petit peu toute cette culture populaire dans laquelle il va chercher des personnages qui finalement, au fur et à mesure de ces petits épisodes,
prennent vraiment de la moelle et de l'étoffe et on s'attache à eux et c'est tout à fait passionnant que finalement ces gens-là qui sont modestes ont un côté de leur vie privée qui est très riche et qui s'accroche à cette culture populaire qui finalement leur permet de garder dignité et de passer des week-ends un petit peu en sortant de leur univers du travail ou du chômage. Et donc c'est un très bel objet parce qu'il mélange la photographie, c'est un très beau son de François Morel. Très belle façon de raconter les histoires du Nord. Donc c'est une dizaine de petits épisodes de 5 minutes qu'on va mettre bout à bout et qu'on montrera dans un petit cinéma qu'on va construire. Ensuite, cette deuxième proposition, alors ça elle est très étonnante. C'est un photographe absolument inconnu, Flavio Tarquino, mais qui, je pense, le restera peut-être à part cette série. Il a rencontré un couple dans les années 80, un couple de gens à Lille, de travailleurs très paupérisés, enfin vraiment travailleurs de base, qui avaient leurs habitudes dans une partie de Lille qui s'appelle le quartier de Oisem, je crois, qui est devenu maintenant le quartier des puces, le quartier bobo de Lille. Et ces gens-là, petit à petit, avaient l'habitude de se réunir dans des cafés le dimanche, de se mettre le costume, d'aller danser, tout ça. Et petit à petit, le changement de population aidant, leurs lieux ont disparu, c'est-à-dire les cafés ont disparu, et donc ces gens-là ont commencé à se réunir entre eux, chez eux, se sentant un petit peu perdus dans l'univers public, n'ayant plus trop de repères. Et puis, la femme du couple a commencé à avoir des demandes, comme elle connaissait le photographe depuis longtemps, elle lui a demandé de mettre en scène petit à petit. À la fois, c'est pas des fantasmes, mais c'est à la fois, elle lui dit voilà, j'ai pas de photos de mon mariage, est-ce qu'on peut refaire le mariage et comme ça on refera les photos. Mais ils se sont mariés il y a 25 ans. Hein. Tout ça avec pas mal d'alcool et des choses comme ça. Et le couple est extrêmement inventif. C'est-à-dire qu'ils fabriquent les costumes eux-mêmes, ils remettent en scène les films qu'ils aimaient bien, Pépé le Moco, tout ça. Et ça donne un truc assez incroyable, jusqu'au moment où le mari lui-même devient assez croyant, se plonge dans la Bible, et il décide de refaire la scène du Christ, etc. Donc c'est une espèce de... Tout ça se passe en intérieur, avec beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est le balai de rose qui sert de faire le casque, tout est bricolé, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, mais il y a beaucoup d'imagination et c'est une superbe histoire. Et il a suivi le couple jusqu'à la mort de la femme en 2006. Il y a beaucoup d'enregistrements sonores, il y a beaucoup de textes, qui sont très beaux. Et c'est l'histoire surtout qui était un couple vraiment fusionnel, très amoureux et qui s'inventait plein de choses comme ça. C'est aussi une très belle histoire, ça s'emboîte un petit peu avec la première proposition, la parade. Et la troisième est tout à fait différente, ça concerne aussi bien sûr des gens de la classe ouvrière, mais c'est un phénomène qui a lieu tous les étés en Ukraine, surtout dans l'est de l'Ukraine, où beaucoup de gens, de paysans, viennent des anciennes républiques soviétiques, en fait, hein, et viennent à tous les carrefours des routes, viennent vendre des pastèques. Et donc il y a tout un univers qui se recrée, il y a des carrefours où on vend des pastèques, et en même temps s'agrège autour de ces vendeurs de pastèques toute une micro-société. Alors il y en a d'autres qui vendent d'autres choses que les pastèques, ils font des barbecues, il y a de la prostitution, tout ça. Et donc lui, ce photographe, c'est un photographe ukrainien, Kirill Polchenko, qui habite en Allemagne, qui a décidé de ne photographier que la nuit. Il a pris un parti pris très radical, et donc il photographie ces micro-sociétés au bord de la route, et on découvre tout un univers assez fascinant, et aussi assez imaginatif. Donc les trois propositions me paraissaient faire une thématique globale tout à fait intéressante. Alors ensuite, pour faire cet aller-retour avec nos amis de Valparaiso, un deuxième aller-retour cette année, on invite, bon, pour les gens de photographie, je pense que c'est je
je pense pas me tromper en disant que c'est un événement, c'est-à-dire qu'on associe dans la même exposition Anders Petersen et Alberto Garcia Lix qui sont deux poids lourds de la photographie. Je pense que pour les gens de photo qui sont mes contemporains, si on choisit 5 photographes, ces deux-là, ils sont dedans, forcément. Donc tous les deux ont été invités à Valparaiso pour faire une résidence, et nous, on a décidé eux, ils les ont montrés année après année, comme on fait un petit peu actuellement, et nous, on a décidé de mettre face à face Anders et Alberto, qui ne voulaient pas forcément au départ se confronter, parce qu'ils ont un peu peur l'un de l'autre, et c'était une bataille un petit peu d'explication et donc on est très content parce qu'on produit cette exposition et après on est chargé aussi de la distribuer en Europe parce que je pense qu'elle va avoir une longue vie. Voilà. Et donc ça sera aussi l'intérêt de les avoir tous les deux là et de les confronter. Et, je pense que ça va être un joli moment photographique. Oui, Anders donc c'était l'auteur du premier livre de notre collection. Donc on est aussi, il commence, il pique pas du nez parce qu'il a une énergie, mais il a 73 ans, donc on se dit que les amis comme ça, il faut les voir souvent, c'est mieux. Donc on le réinvitera à 81 ans. Hein. Il y a beaucoup de cafés de 7, monsieur le maire, qui se souviennent d'Anders. C'est assez rare de voir un client qui prend un grand crème et 2 cognacs dedans le matin. Ça tient. Et puis qui en redemande un autre après. C'est bon souvenir. Ensuite, aussi un grand moment du festival au Chai des Moulins. Cette année, ce sont les 30 ans de l'Agence Vue. L'Agence Vue aussi pour les gens de photographie. Ça représente et ça représentait quelque chose. C'était une espèce, dans les années 80-90, d'aspirateur de toute une génération de photographes. Et il y a eu énormément de photographes espagnols qui sont passés par l'Agence Vue, de très grands photographes qui après se sont servis un petit peu de l'Agence Vue comme d'un marchepied, qui sont partis à Magnum, qui sont devenus de grands artistes. Donc nous, on voulait fêter les 30 ans de l'Agence Vue de plusieurs façons, et on s'est dit qu'en réunissant 7 des grands photographes espagnols qui ont participé à l'expérience Vue, c'était une jolie manière de rendre à la fois hommage à la photographie espagnole et à l'Agence Vue. Donc les 7, ça sera Castro Prieto, Garcia Lix à nouveau, Cristina Garcia Rodero de Magnum, Chema Mados, Isabel Muñoz, Descartes Terré et Virilio Vietes. Alors vous verrez, ils sont dans un mode très différent. Les deux derniers, Terré et Vietes, c'est 2 photographes qui ont travaillé sous le franquisme, qui sont très classiques. Isabel Muñoz, elle a fait, c'est forcément ces images à Isabel Muñoz, elle a fait énormément de choses sur la danse, le tango, etc. Chema Mados, peut-être moins connu, mais vraiment un grand artiste. Cristina, l'Espagne occulte et tous ces fameux livres qui ont fait d'elle une photographe très célèbre. Alberto, on en a parlé. Castro Prieto, on l'a déjà eu aussi comme invité au festival. Formidable photographe. Et donc là, on a eu l'idée, parce qu'il y a cette idée à 7, on se rend compte que la ville change. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui sont avides de culture, tout ça. Mais il y a aussi une population sétoise que nous, on ne veut pas perdre. C'est-à-dire que vraiment, l'idée de la gratuité et de mélanger les publics, ça fait partie de la philosophie. Donc, dans cette exposition, donc c'est sur 900 mètres carrés, hein, c'est au Chai des Moulins, on va amener, on va amener des containers, on va faire une scénographie où à l'intérieur des containers, on va un petit peu rendre comme une salle d'exposition, on va mettre de la moquette, on va faire on mettra dedans des œuvres de ces photographes que des galeristes, des collectionneurs privés vendent. Et à côté de chaque petit lieu, petit espace dédié à chacun de ces photographes-là, on va faire une projection de l'ensemble de l'œuvre. Donc il y aura 7 photographes, 7 projecteurs, et certains auront 2 conteneurs, d'autres 1 conteneur, d'autres 3, on verra en fonction des œuvres qu'on réussit à récupérer. Mais il y a l'idée de confronter les gens à l'œuvre complète. Hein. C'est les gens qui ont entre... Vietes et Terré sont morts, mais Isabel Muñoz est à 70 ans, enfin ils ont entre 50 et 70, donc ils ont quand même
une œuvre derrière eux. Donc l'idée de confronter les gens à l'œuvre complète et en même temps à un objet. C'est un objet, un tirage de collection qui a sa valeur. D'être sur ces deux modes-là. Ça va être aussi, je pense, très compliqué à organiser parce que... Gilles adore jouer au Lego, donc là on met des containers à disposition. Alors ensuite, comme d'habitude, 3 soirées de projection au chai. Donc la première soirée, c'est un mode un petit peu différent. On va vous montrer un film tout à fait en résonance avec la thématique Working Class Hero. C'est un film qui a inspiré énormément de cinéastes américains, mais qui est complètement inconnu en France, s'appelle On the Bowery. C'est le film qui a inspiré Cassavetes tenait Rogozin, qui a fait ce film pour le plus grand cinéaste américain. Et c'est une plongée un petit peu dans le New York des années 50, dans une rue spécifiquement, où au moment de l'Amérique un petit peu au sommet de sa gloire, il y avait quand même à New York des rues où les gens dormaient sur les trottoirs, travaillaient à la journée, enfin, il y avait quelque chose, et c'est un univers absolument incroyable dans lequel on est plongé avec ce film. Centre de documentaire. Oui, bah, ça revient aux sources du documentaire. Ensuite, la deuxième soirée, c'est à nouveau un hommage à la Jean Jus, donc c'était une soirée classique avec une trentaine de projections différentes, avec tous les grands photographes qui sont passés par la Jean Jus. Et la troisième soirée, c'est aussi un grand moment. C'est un dialogue entre Christian Kojol et Anders Petersen qui ont fait un livre ensemble. Anders, il a plein d'histoires à raconter. Il n'est pas forcément facile de les... Enfin, il faut vraiment être dans un mode personnel avec lui pour qu'il raconte. Et c'est quand même l'auteur du livre de référence de toute la jeune photographie, Le Café des Mythes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Anders Petersen, quand il avait 23-24 ans, il a habité pendant 2 ans dans un café à Hambourg, qui est un café de la rue Barré, donc le café de la prostitution. Il vivait avec la patronne du café et pendant 2 ans, il a documenté, alors qu'il était très jeune, tout ce qui se passait dans ce café. Et c'est un espèce d'opus absolument incroyable. C'est la première fois, le journalisme et la photographie ont eu des évolutions. C'est la première fois où quelqu'un transgresse toutes les règles et se jette à corps perdu. Avant, on disait qu'il fallait garder toujours une distance, un pied dedans, un pied dehors. Lui, c'est comme il dit, moi je suis toujours avec les 2 pieds dedans. Et d'un seul coup, on découvre une autre façon de travailler. C'est-à-dire, et ce travail n'a pas du tout vieilli. Et donc, il va nous raconter comment lui, après, comment il a fait ce travail-là, comment il l'a vécu, et comment lui, après, s'est mis dans un mode. Par exemple, je travaille sur une prison à Stockholm et je me fais enfermer 1 mois dans la prison. Voilà. Je travaille sur un hôpital psychiatrique, je me fais enfermer 6 mois dans l'hôpital psychiatrique. Il travaille toujours comme ça, donc c'est tout à fait passionnant d'avoir quelqu'un comme ça qui se raconte. Et donc ça c'est le samedi, et ensuite tous les soirs vous aurez compris qu'il y a restaurant, fête, machin, mais le samedi il y a une grosse fête. Et parmi les amis du festival, il y a Jules-Édouard Moustique maintenant qui est un fidèle. Et donc Jules-Édouard va venir avec un invité de son choix, on ne sait pas qui c'est pour l'instant. Il nous le dirait dans une semaine à peu près, mais on lui fait confiance. Voilà, pour une grosse fête de fin. Sachant que vous l'avez dans le dossier de presse aussi, il y a des signatures, des vernissages, des rencontres avec des éditeurs, des tas de choses, des présentations, toutes les expositions ont des visites guidées avec les photographes. Voilà, mais vous avez tout ça un petit peu développé dans le DP. Et donc, la nouveauté cette année, comme je l'ai dit au tout début, c'est qu'on commence le week-end festif encore plus tôt, donc dès le premier soir d'inauguration du festival. Ça fait un moment qu'on avait envie de le faire, ça y est, on concrétise avec le festival de Thau. Je vais demander à Vanessa Koch, qui représente le festival de Thau, de venir dire quelques mots sur ce partenariat. Merci Valérie, merci Gilles. C'est vrai que ça faisait déjà un moment, il y avait déjà des amitiés quand même entre les 2 festivals. Maintenant c'est vrai que c'est un peu plus concret. Ça part du principe d'une
une envie en fait de collaborer, de mettre en commun, de coopérer, parce qu'on pense que c'est aujourd'hui important que les projets culturels puissent communiquer de cette façon. Nous, on avait, le Festival de Thau a déjà commencé ce travail il y a quelques années, par exemple avec le Festival des Tours du Monde, qui se trouve à Chanac dans le cadre d'un centre de création qui s'appelle le Silo. Et puis l'année dernière avec le réseau des éco-dialogues. Donc les éco-dialogues du Vigan, qui sont des conférences, des rencontres, et puis les éco-dialogues aussi de Bédarieux, Pays d'Orbe. Donc on concrétise aussi donc, cette année avec Images Singulières, on en est très ravis, et du coup il y aura donc ce groupe Maudit Taraf, qui est un groupe régional qui est en ce moment en résidence au Jam à Montpellier, qui est en train de préparer un nouvel album qui va arriver sous peu et qui est aussi programmé dans le cadre de l'édition 2016 du Festival de Thau. Voilà, donc comme le disait Gilles, un peu de festif et de convivialité qui sont des valeurs qui sont partagées entre les deux festivals. Merci. Donc, nous, on a eu la chance d'aller à Valparaiso pour nos vacances. Donc, quand on est arrivé à Valparaiso, on a vu les affiches avec marqué 7 et tout ça, c'était... Et puis qu'à Valparaiso, on était approché par d'autres gens de Montevideo qui voudraient qu'on continue l'aventure un peu plus loin, avec l'idée en fait de faire un ring, un anneau avec des ports un petit peu dans le monde. On va partir à la recherche, je pense, ça sera une autre aventure qui sera d'un port en Afrique du Sud, je pense, d'avoir 5-6 ports dans le monde qui se répondent comme ça, avec des objets qui puissent se promener en container, des expéditions qu'on met sur un bateau qui se promène. Ça, c'est le grand projet. C'est pour ça qu'on veut se rapprocher du port et avoir vraiment profité. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, les ports sont des lieux particuliers. C'est à la fois des lieux de voyage, mais c'est des lieux où les gens s'arrêtent aussi. Souvent, il y a une histoire. On est arrêté parce qu'il y a la mer. Et donc voilà, ça c'est le grand projet du futur. Nocturne, le samedi 21 mai, dans le cadre des Nuits européennes des musées. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, et ben on concrétise avec, ça tombe justement sur les bonnes dates, la Nuit européenne des musées. Qui n'est pas dans le dossier de presse, on reprend un partenariat qu'on avait fait il y a 2 ans avec l'ESJ, l'école de journalisme, qui viendra pendant la semaine d'ouverture. On accueille à peu près une vingtaine d'étudiants en seconde année de Bimédia, sur la presse papier et la presse web. Ils seront encadrés par des enseignants de l'ESJ et auront aussi une rencontre d'organiser avec Sophie Dufour, qui est rédactrice en chef de Mediapart, et on créera un moment d'échange avec des plus jeunes, avec des lycéens du lycée Joliot-Curie qui sont en option cinéma audiovisuel. Voilà, un temps d'échange entre les étudiants et les lycéens. Qui viennent en fait, oui, ces jeunes lycéens viennent sur le festival pour réaliser des petits reportages pour une web TV. Donc ça, c'est la seconde fois qu'on réalise cet accompagnement et cet accueil de la web TV des lycéens. Et la dernière chose, Gilles, je prends la parole pour lui parce que je sais qu'il ne s'en manquera pas, mais Gilles Favier va sortir un livre qui s'appelle Marseillais du Nord aux éditions Le Bec en l'air. Et il fera ce livre, il le fait avec Philippe Pujol, prix Albert Londres, un travail sur les quartiers nord de Marseille qui sortira durant le festival, et donc une signature est organisée le samedi à 19 h. Après avoir été accompagnée par une troupe de majorettes. Ça, on l'a pas dit. Alors, je te laisse un mot de la fin pour les majorettes, Gilles. Ouais, parce qu'il faut toujours... Ça fera la surprise à la Ça, c'est bien. Les majorettes du Nord? Non, non, non. C'est les meilleurs. C'est pas trop sérieux en étant, donc, comme quand on va vernir l'exposition au Working Class Hero, si vous allez voir cette petite série de films, vous verrez qu'il y a une majorette qui est tout à fait poignante. Et donc au vernissage, on s'est dit, parce qu'à Paris, il y a un jeune festival de photographie contemporaine qui s'appelle Circulation, où on peut s'habiller en majorette, il y a un studio, on passe une perruque et on peut se faire photographier. Nous, on s'est dit non, on va mettre des vrais. Il y a quand même, et donc il y a des vraies majorettes. Mais vous avez le droit de vous déguiser, de venir déguiser en majorette. Ah, quand même. On dit pas...
L'exposition Garcia Alix Petersen, c'est coproduit par Valparaiso. J'imagine. Ouais, alors oui, c'est-à-dire qu'ils ont fait une résidence Petersen en 2014 et Alix en 2015. Ils ont exposé là-bas à 2 festivals différents. Et moi, quand j'ai vu, les 2 expositions, je me suis dit, voilà. Et donc on a reproduit les expos parce que c'était... ils sont très efficaces à Valparaiso, mais techniquement l'expo n'était pas très bien tirée. On a refait ici sous un mode avec l'idée de faire vraiment quelque chose de parfait pour que ça puisse circuler après en Europe. Parce que déjà Photo España est intéressé, il y a plein de gens qui vont... c'est assez rare d'avoir on peut avoir 2 grands photographes comme ça côte à côte, mais sur le même sujet, dans le même... c'est jamais qu'une petite ville, par exemple. Donc c'est intéressant de voir comment le point de vue, le style est différent. Il y en a un qui est carré, il y en a un qui est plutôt en vertical. C'est très intéressant de voir qu'on ne voit pas tous la même chose. Le ministère de la Culture du Chili sera représenté par le conseiller photo justement du ministère de la Culture, comme l'année dernière. Et Anders et Alberto, est-ce que vous avez réussi à les faire venir? Oui, ils sont là. Oui. Ah, ils sont là? Ouais. D'accord. C'est compliqué parce que... Oui, c'est pour ça que je posais la question. C'est pas évident, quoi. Non, mais il faut après... en fait, il y a quelque chose qui, je pense, nous aide pas mal, c'est que moi je suis encore photographe et que je les connais tous peu ou prou, donc ça aplanit un petit peu les... Ça crée des liens. Ouais. Mais bon, si vous voulez, Anders Petersen, Garcia Alix, il a 30 photos, donc je dis à Anders, il faut que tu nous donnes 30 photos. Il me dit non, je t'en donnerai que 25. Bon, ok, bah, tu m'en donnes 25, donc on prépare tout ça, c'est des grands tirages, contre-collés, les caisses américaines, ça coûte très cher. Et puis finalement, on a un super partenaire. On a un très bon partenaire labo, mais en même temps, le labo m'appelle et me dit non, mais il m'a envoyé 30 photos, pas 25. Donc finalement, lui s'est dit je vais en remettre 5 de plus, mais pour nous, c'est 5 photos, c'est 3 000 €. Pour lui, c'est rien. Enfin, c'est rien, il n'a même pas pensé. Donc il faut naviguer entre tout ça et voilà. Bon. On est un peu à leur service aussi, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée aussi dans le festival que les photographes c'était, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Par exemple, il y a des festivals où les commissaires sont les rois des lieux. Nous, on essaie de remettre les photographes déjà au centre un petit peu du peu d'économie qu'on a, parce que sans les photographes, il n'y aurait plus de festival, il n'y aurait plus. Et puis, mais bon, tout ça est complexe. Comme tout le monde, hein, c'est de plus en plus difficile, enfin, comme tout le milieu associatif et culturel, c'est de plus en plus difficile. Bon, on a clairement un maintien du niveau de subvention de la part de notre principal partenaire qui est la ville de Sète. Une petite baisse au niveau des aides en nature depuis 2 ans. Voilà, après les autres partenaires, ça descend très vite, quoi. Si on passe de 90 000 de la ville de Sète à 21 000 pour la région. Après, on descend à 6 000 pour la DRAC et à 4 660 pour, soyons précis, pour le Conseil général de l'Hérault. Donc nous remercions tous ces partenaires institutionnels. Voilà, mais il y a effectivement une tendance à la baisse au niveau de la DRAC, de la région et du département. Donc grosso modo, sur 2015, on est sur un budget global de, si je ne me trompe pas, 210 000 €, ouais, de grande masse, quoi. Et 270 000 pour l'ensemble de ces avoirs, c'est-à-dire ces avoirs, les actions, les MIB, etc. Et sur une répartition pour Images Singulières de 41% de ressources propres et 59% de subventions publiques. Donc on a quand même une part assez importante d'autofinancement qui passe par un peu de prestations, production d'expos, de workshops,
de la vente de livres. Donc après, ça c'est aussi à pondérer parce qu'on prend beaucoup aussi l'ouvrage en dépôt-vente pendant le festival, mais après il faut bien reverser voilà, les commissions aux éditeurs. Le bistrot déchets. Donc venez voir, hein, ça, voilà, ça couvre aussi les dépenses, parce qu'on a quand même une centaine de bénévoles, donc c'est super parce que ça fait du lien, ça fait de l'énergie, nous on vit de cette énergie-là aussi, mais c'est aussi une charge, donc ça c'est compensé par le bistrot déchets aussi, ça peut nourrir les bénévoles en toute convivialité, inviter également tous les photographes, voilà. Avec leurs femmes. Avec leurs femmes, les journalistes parfois aussi. Avant, les photographes ne se mariaient pas, c'était plus simple. Voilà, les ressources, c'est essentiellement ça. Après, en partenariat, bon, c'est toujours un peu en partenariat privé, j'entends, et en mécénat, bah, c'est pareil, c'est de plus en plus difficile. Il y a une baisse, une tendance à la baisse de l'engagement des entreprises parce qu'elles ont toutes aussi des problèmes passé la crise, quoi. Et qu'en plus, nous, on a un positionnement, contrairement à d'autres festivals qui sont beaucoup développés, qui arrivent à avoir des grosses masses en termes de partenariat privé, en contrepartie de privatisation d'accès, d'espaces vides, de buffets, de bracelets, de badges, machin. C'est vrai que c'est pas du tout notre philosophie. Et donc, on se ferme sûrement des portes sur certains partenariats parce qu'on n'est pas dans ce mode de fonctionnement et qu'on n'accepte pas de privatiser certains accès. On est dans une ville dans laquelle on vit, à 7, et qu'on ne peut pas se permettre de fonctionner de cette façon-là. Donc cette éthique nous coûte, mais on y tient. Voilà. Et la gratuité d'accès, c'est aussi un positionnement sur lequel on souhaite pouvoir compter très longtemps. Donc en développant la carte des amis, c'est-à-dire qu'on invite les visiteurs à acheter une carte, 5 €, 10 €, 20 €. Alors pareil, un peu façon crowdfunding, en échange de, si vous donnez 10 €, vous avez une carte postale, un programme gratuit, et plus le montant s'élève, et plus vous avez un petit cadeau, en contrepartie. Donc ça commence à se développer effectivement depuis 2 ans à l'accueil des lieux d'exposition. Mais on tient absolument à ce qu'il n'y ait aucun frein, même d'1 € pour l'accès aux lieux d'exposition pour tous. L'aspect démocratisation de l'accès à la culture, pour nous, ça veut vraiment dire quelque chose. Il y avait François Cheval, le directeur du musée Niepce, qui est le grand musée de la photographie à Châlons, qui disait que sa résidence, elle est organisée sous l'égide de BMW, la marque de voiture. Il disait bien sûr, quand on a BMW comme partenaire, on ne peut plus faire n'importe quoi comme résidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire Anders Petersen, par exemple, il faut avoir quelque chose d'assez propre sur soi et qui corresponde à l'image de la marque. Ça, nous, on ne peut pas l'imaginer. C'est-à-dire que c'est tout, parce que tout se fait vraiment. Le sujet que vous avez vu sur le couple qui fait la scène du Christ, tout ça, c'est un truc que j'ai reçu par la poste. Hein, donc tout se fait à l'instinct et comme ça. Donc on ne peut pas imaginer un fonctionnement différent, quoi. Il y a des prises de risque, il y a des choses comme ça. On ne peut pas imaginer qu'un partenaire nous impose ça. Donc forcément, ça oblige. Effectivement, comme tu disais, c'est un coût, mais en même temps, ils vont pas mieux que nous, les gens qui sont partis dans cette maison. C'est-à-dire qu'ils ont un peu dénaturé leurs événements et en même temps, financièrement, ils ne se portent pas forcément mieux parce qu'on amène de l'argent, mais il faut en dépenser plein pour. Enfin, c'est une espèce de course. Je sais pas ce que je vais. C'est juste que parfois on a l'impression de donner vraiment beaucoup et que les institutions. Là, j'ai entendu que la nouvelle présidente de la région Île-de-France voulait que toutes les associations d'Île-de-France rendent compte à la fin de chaque année de ce qui a été fait de l'argent. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Pas forcément de son bord politique, mais je trouve que c'est une excellente idée. Et je trouve que parfois l'institution ne sait pas bien faire le tri entre l'énergie développée par l'association et d'autres. Enfin, c'est peut-être qu'il y a le fait du prince et tout ça. C'est plutôt ça qui peut nous agacer par moment. C'est-à-dire de dire, sans penser qu'on est au-dessus de ce soit ni rien, c'est que nous, on fait ça quand même avec cœur et que
Mais la ville de Sète, c'est pas le pire des partenaires. C'est-à-dire qu'elle est aussi dans une précarité. Elle est extrêmement endettée, tout ça, donc la culture fait partie de la politique de développement de la ville, donc ça a plutôt été une bonne idée, je pense. Après, il y a plein de lieux, comme moi, dans la presse, où les maires, pour peu qu'ils donnent de l'argent, ils interviennent aussi dans la construction artistique des objets. Hein. Je ne sais plus, la scène nationale pour un jeune public, c'est à Villeneuve-les-Maguelottes, c'est ça? On a vu ce qui s'est passé là, par exemple. Il y a des maires qui sont beaucoup plus internationalistes, mais dans le contenu, quoi. On peut dire que il n'a rien dit, vous avez vu, on a une belle affiche. Ouais. J'aime bien. C'est dommage parce que j'avais une réponse, quelque chose sur la commune. Parce que le nouveau slogan de Sète, c'est Cité culturelle de caractère. Ça, il caractère, il y en a dans cette affiche. Ah oui, ça c'est sûr. Bien vu. Ça On a colle. eu du mal à trouver une affiche qui corresponde à ce slogan, mais... Non, mais ça se passe... C'est compliqué parce que, si vous voulez, le lieu qu'on nous a attribué, par exemple le tribunal de grande instance, ça a fait beaucoup de jaloux dans la ville de Sète. Des gens qui sont là depuis longtemps. Nous, on est passé de toi. Donc, c'est déjà courageux de la part du maire de donner les clés comme ça de lieux Et où à des gens. est-il exactement? Pardon ? Exactement. Tribunal d'Assens, après l'office de tourisme, Voilà. continuer vers le mall, c'est sur la D'accord. Contre la falaise. Ouais, au pied de la falaise, au-dessus de la criée, quoi, mais au pied de la falaise. Avec un loyer raisonnable. Hein. Non, gratuit. Hein. Une mise à disposition, Voilà. a priori nous aurons une convention de mise à disposition pour 3 ans. Avec des fluides et non. Et pour revenir à Valparaiso, Valparaiso n'est pas jumelé avec Sète. Hein. Non, mais on aimerait bien. Voilà. Pas encore, mais c'est peut-être une bonne chose. Hein. C'est-à-dire que Valparaiso, c'est 400 000 habitants, Sète, c'est 40 000, mais Ouais. C'est bien.